Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu favorable à notre invitation, d'avoir bravé les éléments et l'heure presque tardive hein, pour venir assister à notre atelier que va animer donc Paul-Joël Dorian, qui est directeur recherche, innovation et performance de Suez Environnement, et qui va donc intervenir sur l'innovation dans les métiers de l'eau et des déchets au cœur des enjeux de la préservation des ressources. Je rappellerai, avant de laisser la parole à Paul-Joël, que le club actionnaire de Suez Environnement a une longue tradition hein, de conférences actionnaires. On en a fait près de 20 hein, en 3 ans, et c'est des conférences que l'on fait sur les métiers, hein, meilleure connaissance de nos 2 métiers, eau et déchets, et des conférences également que nous faisons sur nos engagements, hein, les différents engagements que prend Suez Environnement en matière, par exemple, d'humanitaire, en matière d'innovation, en matière sociale. Hein, on a fait tout un jeu de conférences. Donc aujourd'hui, dans le cadre du village actionnaire, cet atelier s'inscrit un peu dans cette continuité hein, de conférences, mais sur un thème qui nous est propre, sur l'innovation. Voilà, merci. Merci. Ça marche, ça marche. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'est l'innovation dans les métiers de Suez Environnement, c'est-à-dire dans les métiers de l'eau et des déchets. Alors, j'espère être audible malgré la pluie. C'est bien pour pour l'eau, mais c'est moins bien pour la présentation. Ça va engorger les égouts mais on pourra en parler. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord, après une présentation, après 30 minutes, je vais un petit peu vous expliquer ce que l'on fait, et puis on aura une séance de questions-réponses qui pourra suivre. Et donc, dans un premier temps, vous parlez de la stratégie que nous adoptons pour la recherche, pour l'innovation dans Suez Environnement. J'illustrerai sur nos 2 métiers, d'abord le métier des déchets, puis après le métier de l'eau. Et puis, je conclurai sur quelles sont nos grandes priorités pour les années à venir. Alors, on va commencer sur la stratégie d'innovation du groupe et la positionner par rapport aux grands enjeux. Quels grands enjeux? En fait, les enjeux de la planète, les grandes tendances dans lesquelles nos clients et nous-mêmes nous opérons. Qu'est-ce qu'elles sont? Déjà, l'urbanisation. Une urbanisation galopante qui continue à faire que l'humanité se localise dans des villes de plus en plus importantes et ce que l'on appelle effectivement des mégacités. La démographie, avec effectivement un vieillissement de la population, on a à la fois une population qui augmente, mais aussi un vieillissement de la population mondiale. Ces populations qui augmentent, on sera bientôt quelques dizaines 10 milliards d'habitants sur Terre, c'est le poids sur les ressources et la rareté des ressources, en particulier l'eau, les matières premières, l'énergie. C'est les technologies qui envahissent notre quotidien, bien entendu les iPads, les BlackBerry, ces choses-là, mais qui envahissent aussi nos métiers, et nous le verrons, en nous rendant plus efficaces. Et puis dernier point, un point dont il faut tenir compte, c'est aussi les inégalités sociales, l'arrivée de super riches, mais aussi de classes moyennes grossissantes, des différences entre les populations qui vivent dans les milieux urbains et dans le milieu rural, et puis la différence d'accès aux technologies. Tout ça, il faut le mettre dans le contexte effectivement de la société dans laquelle nous opérons, et ce qui fait que l'environnement, le développement durable deviennent des enjeux prioritaires pour la planète, avec comme enjeu une meilleure utilisation des ressources, une amélioration de l'environnement, et c'est ce qu'attendent nos clients. C'est aussi la capacité à valoriser et mieux valoriser les services apportés à la nature, et ça passe sans doute par des fiscalités. C'est difficile à vendre, mais par une fiscalité adaptée, ce sont des services que l'on peut retrouver. Puis, dernier point, on peut quand même signaler que la prise de conscience environnementale, si on la retrouve dans les pays européens traditionnellement depuis de nombreuses années, apparaît aussi d'une façon très rapide aux États-Unis et en Chine en particulièrement, qui conduit effectivement à une modification à la fois des comportements, mais aussi des attentes de la part de nos clients.
même si, on le sait, la crise économique dans laquelle nous opérons, le ralentissement de la croissance dans les pays en développement et la crise économique que l'on connaît dans nos pays développés, impactent quand même les agendas des gouvernements, mais aussi la façon dont les clients peuvent effectivement prendre en compte ces contraintes environnementales. Quelle est la stratégie de Suez Environnement? C'est simple, on l'exprime d'une façon assez concise autour de faire de nos clients les leaders de la performance environnementale. Et on le décline, et on essaie de le mettre en œuvre en essayant de co-construire, de construire les solutions avec nos clients pour une meilleure performance environnementale dans leurs opérations ou dans les villes dont ils ont la responsabilité. Comment nous faisons ça? Nous le faisons à travers 3 axes. En voulant être les acteurs clés de la performance environnementale de nos clients, en intervenant au cœur de leur processus, de leur cité, de leurs activités. En co-construisant avec ces clients les solutions qu'ils attendent pour répondre à leurs enjeux de gestion de l'eau, de leurs ressources ou des déchets, de leurs déchets. Puis c'est aussi un 3e volet, en particulier je soulevais le côté sociétal, c'est inventer des nouvelles relations avec nos clients, nouvelle gouvernance, nouveaux partenariats, nouveaux contrats. Être un acteur de la performance environnementale, c'est donc écouter nos clients et apporter des solutions nouvelles que j'illustre ici à travers la collecte des déchets dans la ville de Courbevoie. Aujourd'hui, l'attente des personnes qui vivent en milieu urbain, c'est d'avoir une collecte des déchets qui est beaucoup moins impactante, au point de vue sonore, au point de vue de la pollution urbaine, bien entendu, au point de vue de la discrétion. Et nous avons mis en œuvre une solution autour de camions électriques qui ont la même performance que les anciennes bennes à moteur diesel, la même capacité de stockage, simplement elles sont silencieuses, elles sont non polluantes. Et effectivement, un meilleur cadre de vie parce qu'une pollution sonore bien amoindrie et une insertion urbaine améliorée, puisqu'on en a profité aussi avec nos partenaires, nos fournisseurs, d'inventer un camion qui prend en compte une meilleure sécurité, donc un frontal vitré plus important qui limite le risque d'accident, puisqu'effectivement, de plus en plus, les camions opèrent dans un milieu urbain avec vélos, piétons et conduisent à des accidents. L'innovation, c'est aussi inventer ces solutions, donc à travers des concours d'idées, et ça ne vient pas seulement des personnels, des 400 chercheurs que l'on peut avoir dans le monde sur l'eau et l'environnement, c'est pas seulement nos opérateurs, mais c'est aussi avec nos clients qu'on essaie de trouver des nouvelles idées, de nouvelles solutions à ces problèmes liés à l'eau et aux déchets. Et là, par exemple, on a mis en place des concours d'idées autour de la ville de demain, comment on peut prendre en compte les solutions qu'attendent le citoyen, mais aussi les municipalités, là dans le cas de traitement des eaux usées, inventer de nouveaux traitements d'eau usée pour demain. Et l'idée est de sortir du cadre et de mettre en place un climat intrapreneurial entre Suez Environnement et ses clients. Façon d'aborder l'innovation qui est différente de celle que l'on retrouve dans d'autres industries. Dernier point. L'homme a toujours eu besoin de l'eau. Ça a démarré trop Mais vite, aujourd'hui, c'est l'eau qui a besoin de l'homme. Le réchauffement climatique et les nouvelles pollutions ont rendu l'eau fragile. Mais si chacun d'entre nous agit, grâce à l'innovation, à une meilleure connaissance de l'eau et une gestion plus concertée, alors tout le cycle de l'eau trouve un nouvel équilibre. Le 21 novembre 2011, Lyonnaise des Eaux lance le contrat pour la santé de l'eau. Et là c'était, désolé pour la transition un peu rapide, c'est inventer aussi avec nos clients des nouvelles solutions, des solutions contractuelles. C'est les contrats pour la santé de l'eau, ressources rares, mais aussi qui doit être disponible pour tout un chacun. Et nous avons mis en place, en écoutant les besoins, des nouvelles façons
facturer l'eau, qui permettent d'induire dans le comportement, à travers effectivement la facturation de l'eau, un comportement plus vertueux vis-à-vis de l'eau. Et je prends l'occasion pour citer, parce que ça a été aujourd'hui, c'est d'actualité, avec Dunkerque, effectivement, un nouveau contrat autour de l'eau qui permet effectivement que les premiers 75 mètres cubes, ceux que l'on va utiliser, que tout un chacun, va être moins cher que ceux qui utiliseraient beaucoup plus d'eau, voire qui la gaspilleraient. Donc à travers une tarification incitative, induire des comportements qui font prendre conscience que la ressource est rare. Au-delà de ce que je vous ai présenté, de la co-construction des solutions avec nos clients, c'est aussi inventer de nouvelles solutions autour de deux axes. Pour l'eau, savoir mieux utiliser la ressource, les ressources que l'on a, améliorer l'efficacité des différents usages de l'eau et développer des solutions, je vous disais smart water, mot anglo-saxon, et pour signifier effectivement que les technologies de l'information envahissent nos métiers, et je vous l'illustrerai tout à l'heure. Au niveau des déchets, s'illustre par quelque chose qu'on a entendu pas mal parler au moment des Grenelles de l'environnement, et on en entend parler au niveau de la conférence environnementale qui a eu récemment, c'est sur l'économie circulaire, faire en sorte que pour répondre à la rareté des ressources et des matières premières, on permette effectivement un recyclage, et Suez Environnement se positionne comme un leader du recyclage, et je vous l'illustrerai. Ce que je vous propose, c'est qu'on déroule la présentation et les questions. Mais allez-y pour une question exceptionnelle. Cet été, il a fait très très chaud et ça s'était vraiment fait dans le sud de Paris. Ça provenait des égouts. Pourriez-vous faire quelque chose pour remédier à ça? Alors, donc la question, c'est ce que je vous propose. Je prends la question et j'y répondrai tout à l'heure. La question était, cet été, il a fait très chaud et dans les rues de Paris, il y avait des odeurs nauséabondes qui remontaient. Est-ce que Suez Environnement a des solutions pour ça? Parce que pour ceux qui sont asthmatiques, c'est très désagréable. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, si vous permettez. Donc les déchets, l'économie circulaire, c'est effectivement faire en sorte que des produits en fin de vie, des produits que nous n'utilisons pas, on puisse faire des matières premières pour répondre effectivement à cette problématique que j'ai soulevée au départ, raréfaction des matières premières, énergie plus rare. Et je l'illustrerai à travers 3 cas, les câbles électriques, un véhicule en fin de vie, et puis les déchets plastiques, déchets que l'on a et qu'on vous demande de trier de plus en plus au niveau de vos poubelles. Les enjeux de l'économie circulaire, c'est-à-dire faire des déchets une matière première pour des nouveaux matériaux, pour de l'énergie, c'est plus ou moins facile. Et je vais essayer de vous l'illustrer à travers quelques exemples. Sur la gauche, vous voyez un tas de papier. Le papier trié est un papier qui est facile à recycler. Les procédés existent et aujourd'hui d'ailleurs, à peu près 85% du papier est recyclé et refait, soit des cartonnages, soit du papier journal. Les palettes que vous avez en dessous, pareil, une fois que c'est isolé, traité, facile à recycler. C'est pas recyclé en palettes, c'est recyclé en fait en granulés pour faire du carburant. Et Electrabel, filiale de GDF Suez, qui est une autre partie du groupe, est un des premiers acheteurs européens de granulés de palettes de bois, issus des palettes de bois, pour effectivement alimenter ces centrales de génération électrique. Si on se dirige vers quelque chose d'un peu plus complexe, et je l'illustrerai un peu plus en détail tout à l'heure avec les câbles électriques, les plastiques, les pneumatiques et les câbles électriques, on voit déjà qu'il faut avoir des technologies pour non seulement, il faut d'abord les collecter, les trier, mais il faut après aussi apprendre à déstructurer ces matériaux pour séparer, dans un câble électrique, ça serait séparer le plastique du cuivre, dans les matières plastiques, trier ces matières plastiques, parce que, vous le savez, il y a plusieurs natures de plastique qui existent. Puis si on va encore vers des produits plus sophistiqués, des ordinateurs, des téléphones portables, des avions, des voitures, là, la problématique n'est pas seulement une problématique de trier,
c'est une problématique de déconstruction. Il faut désassembler et donc inventer des procédés industriels qui sont symétriques de celui que l'industriel a inventé lorsqu'il a voulu construire un avion, une voiture ou un ordinateur. Par exemple, illustrons-le dans le cas du câble électrique. Pour faire cette innovation, on ne peut pas le faire tout seul. Suez Environnement a besoin de le faire en partenariat avec des grands industriels de cette filière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comprendre ce qui est valorisable, comprendre les technologies qui sont mises en œuvre pour fabriquer les produits sont utiles aussi pour le tri et pour ensuite valoriser les différentes matières. Ici, on est dans le cas d'un partenariat que nous avons avec Nexans. Nexans, c'est un des leaders mondiaux, c'est le leader mondial du câble électrique. Et la technologie consiste à isoler, à trier d'abord les câbles, les isoler et à récupérer le cuivre, qui est la matière première, qui a une valeur ajoutée importante dans ces procédés. Je ne vous présente pas toutes les étapes, mais à la fin du processus, on a effectivement des petits granulés de cuivre qui peuvent être après réutilisés, fondus, pour faire des nouveaux câbles. Et voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, l'image du procédé industriel. Vous voyez effectivement des opérateurs. Ce n'est plus du tout le métier des déchets qui est une décharge qu'on connaît. Ce n'est pas le métier des déchets de collecte. C'est un métier des déchets complètement différent. C'est un métier des déchets très industriel et qui nécessite effectivement une organisation de production très proche de celle de clients qui fabriquent les produits. Prenons un autre cas. Encore une fois, on parle dans ce cas-là du recyclage des voitures, des véhicules hors d'usage, donc un véhicule en fin de vie. Et pareil, comme dans le cas de Nexans pour les câbles, inventer le recyclage de la voiture ne se fait pas sans un constructeur. Dans le cas, nous avons un partenariat avec Renault pour recycler une voiture. Alors, quel est le besoin aujourd'hui en Europe? Il y a à peu près 10 millions de véhicules en fin de vie. Alors, le premier recyclage, celui qui a été fait il y a, disons, 15-20 ans, et même avant, on compacte et on réutilise l'acier, qui est la partie la plus facile à utiliser dans un véhicule automobile. L'enjeu qui vient de la directive européenne, et là, les directives et la réglementation est très importante, parce que la réglementation est incitative et impose à toute une filière, effectivement, le recyclage. Dans ce cas-là, la directive européenne impose un objectif de recyclage de 95% du poids d'un véhicule à l'horizon 2015. 2015, c'est tout de suite, c'est demain matin, et donc effectivement, nous nous employons avec nos partenaires à inventer, développer les solutions qui vont permettre effectivement aux constructeurs automobiles de pouvoir démontrer que 95% du véhicule est recyclé. C'est fait à la construction ou... Alors, on va le voir, on va vous le montrer. Et en fait, la logique était, et si on y réfléchit un petit peu, l'ensemble des matières premières dont a besoin un constructeur automobile, il les a au moment où la voiture sort de sa chaîne de production. Or, il y a encore 2-3 ans, il y a eu une crise sur un certain nombre de matières premières importantes pour l'industrie automobile, comme les terres rares, et cela a induit effectivement parmi les constructeurs automobiles une réflexion approfondie sur comment nous pouvons mieux recycler un véhicule et comment effectivement exploiter le fait que pratiquement 100% des matières premières dont ils ont besoin sont disponibles à la sortie. Donc la réponse, effectivement, la réponse de CITA, qui est notre filiale en charge de la gestion des déchets, c'est à la fois une logistique adaptée, la logistique de récupération des véhicules, c'est apprendre à démanteler de façon sur mesure un véhicule, c'est créer une filière aval, une filière aussi qui crée de l'emploi, et puis un recyclage ciblé, et là, je l'ai illustré sur la droite par une photo qui montre effectivement que dans une voiture, il y a différentes catégories d'objets. Vous allez avoir des pièces dites de réemploi. En fin de vie,
en fait, vous pouvez le réutiliser spontanément. Par exemple, des pièces d'optique d'un véhicule peuvent être réutilisées sans les retravailler. Par contre, vous allez avoir des pièces qui vont être recyclables, valorisables, par exemple les pneumatiques, les jantes, les caisses, les pare-chocs. Donc déjà un tri des différentes pièces, celles qui peuvent être directement réemployées, d'autres qui pourront faire l'objet de recyclage ou de valorisation. Et si l'on regarde un petit peu une chaîne de désassemblage de véhicules, en fait, on voit quasiment le symétrique d'une chaîne de construction d'un véhicule. C'est moins sophistiqué pour l'instant, puisqu'on apprend. On n'a pas encore des chaînes aussi automatisées et robotisées que celles des constructeurs automobiles. Et vous pouvez voir de la première étape à la dernière étape l'ensemble d'une chaîne de désassemblage d'un véhicule avec la collecte d'un certain nombre de produits, tenant en compte aussi que dans un véhicule hors d'usage, il y a des choses qui sont plus ou moins toxiques, voire dangereuses, la batterie, les huiles usagées. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la drain tower, c'est-à-dire effectivement la tour qui va permettre de centraliser tous les fluides usagés et d'éviter des pollutions lors de la déconstruction. Mais c'est aussi inventé avec le constructeur automobile la façon de simplifier la déconstruction. Dans les véhicules que vous avez aujourd'hui des airbags, non seulement au niveau du volant, du passager, mais vous avez des airbags sur le côté. Ces airbags, c'est des explosifs qui, lorsqu'il y a un accident, vont libérer l'airbag. Il est bien évident qu'au moment de la déconstruction, ça ne doit pas blesser l'opérateur qui va déconstruire. Et une intervention, effectivement, a été de centraliser la capacité à faire exploser tous les airbags en même temps pour déconstruire et donc récupérer effectivement la matière première qui est dans les airbags, qui est un polyamide, mais aussi s'assurer que la déconstruction se fait de façon sûre. Et là, à ce niveau-là, vous intervenez dans le processus de conception du véhicule à travers effectivement le fait que la déconstruction a des conséquences sur la façon dont vous concevez le véhicule. Il faut penser dès la conception que 5, 10, 15 ans après, lorsque le véhicule sera hors d'usage, il faudra le déconstruire et donc il faudra pouvoir récupérer ensemble les airbags. Un exemple de plastique, je prends un autre domaine. Le plastique aujourd'hui, en Europe, c'est un vrai enjeu, puisque si je vous disais que les papiers, on était à 85% de recyclage, les plastiques, nous n'en sommes qu'à 25%. Alors, suivant l'effort qu'a fait chaque pays, ce 25% est une valeur moyenne au niveau européen. Il y a des grandes différences entre l'Europe du Nord et, on va dire, l'Europe du Sud. Mais prenons ce chiffre moyen, et ce 25% est un chiffre qui est insuffisant, et dont on sait qu'on peut faire mieux. Je vais vous l'illustrer. Une des raisons pour lesquelles c'est difficile aujourd'hui, c'est que la part des déchets plastiques est souvent collectée en mélange. Différents types de matières plastiques, parfois mélangées avec d'autres types de déchets, ce qui fait que le recyclage de cette matière plastique est difficile. Ce sont des gisements qui sont complexes, comme celui que j'ai pu illustrer sur la droite. Alors, quand le gisement est bien défini, prenons le cas des bouteilles d'eau plastique. Aujourd'hui, la matière première, le plastique qui est utilisé pour faire l'ensemble des bouteilles de plastique, quasiment toutes les bouteilles de plastique, c'est du PET. Le PET est une matière plastique assez facilement recyclable. Et donc, lorsque vous avez un gisement de cette matière première PET qui est propre, c'est-à-dire qui contient peu d'autres types de déchets, comme dans la photo que je vous ai illustrée sur la gauche, à ce moment-là, on peut travailler avec des chimistes pour faire en sorte qu'on en fasse des granulés. Ces granulés, c'est la matière première de demain pour refaire des bouteilles plastiques. Et c'est ce que nous faisons dans une de nos usines et que je vous montre ici. Et en fait, on retrouve là à nouveau le fait que nos métiers évoluent. Ici, on a un métier qui est en fait celui du plasturgiste et vous voyez...
Alors bien entendu, il faut apprendre à nettoyer le plastique, le broyer. Il y a un certain nombre de procédés qui ne sont pas exactement les mêmes que celui du chimiste qui a fait le plastique au départ. Vous voyez en haut sur la gauche une filière d'extrusion. Les filets, ce n'est pas de l'eau qu'on voit, c'est du plastique fondu qui va après être coupé pour former des petits granulés. Mais lorsque la filière, lorsque le gisement de plastique que l'on a est un gisement de ce type, vous avez des sachets, vous avez différents types de plastique. Le recyclage en une matière première pour en faire un produit fini de type bouteille n'est pas possible. Donc il faut inventer d'autres types de filières pour ces plastiques de ce type. Et aujourd'hui, on travaille avec Sinar, une start-up d'origine irlandaise, pardon, et on monte avec eux une première unité industrielle de valorisation de 6000 tonnes de ces plastiques pour les transformer en un carburant. L'idée est de transformer ces plastiques qui étaient stockés en décharge avant, les transformer en un carburant. Je passe l'étape de transformation, qui est aussi un nouveau métier. C'est un peu la chaîne à l'envers, vous avez raison. Et donc, on fait un carburant, et l'idée, c'est que ce carburant viendra alimenter une flotte de camions captifs, celle de la collecte dans cette région d'Angleterre, et pourquoi pas d'autres types de camions. Donc, du déchet, cette fois-ci, au carburant, pour ces plastiques peu triés, une valorisation économique intéressante et différente de celle qui était aujourd'hui le cas, qui conduisait à effectivement faire l'incinération et la valorisation thermique de ces produits. Si vous permettez, je vais passer dans un autre domaine, le domaine de l'eau, et donc illustrer d'autres types d'innovations au niveau de l'eau, et en revenant sur les enjeux que l'on a et comment le groupe Suez Environnement intervient vis-à-vis de ces enjeux. Les enjeux de l'eau, c'est la protection et l'efficacité, et pour les résumer, l'efficacité vis-à-vis de l'utilisation, l'efficacité de la capacité à utiliser différents types de ressources, c'est aussi l'efficacité vis-à-vis des traitements pour remettre l'eau dans l'environnement, puisqu'on puise de l'eau dans l'environnement et on va la remettre dans l'environnement. Et nous avons identifié 5 grands enjeux sur lesquels je n'illustrerai pas tous les 5 ce soir, mais qui consistent effectivement en nos priorités d'innovation dans le domaine de l'eau. Je vais commencer par l'illustrer par un enjeu qui est effectivement l'utilisation des technologies de l'information, donc le smart water. Comment on fait que ces technologies nous rendent plus efficaces et rendent les réseaux d'eau potable plus efficaces. Alors, est-ce qu'il démarre? Voilà. Un petit film d'abord. Il n'y a pas de son? La solution globale proposée par Suez Environnement de télé-relevé des compteurs d'eau et d'énergie repose sur une technologie mature et facile à déployer, portée par ses filiales Lyonnaise des Eaux, Ondéo Systèmes et Agbar. L'index des compteurs est automatiquement transmis plusieurs fois par jour à un réseau de récepteurs sur une fréquence radio longue portée. Les récepteurs collectent tous les index transmis dans un rayon moyen de 1 km, puis les communiquent via un réseau télécom à un système informatique de gestion de données. Le système informatique, appelé SITR pour Système d'information télérelève, récupère et traite les données en provenance des récepteurs. SITR permet également la supervision et la maintenance de l'infrastructure réseau et communique avec les différentes interfaces SI du client. Cette technologie de télérelevé offre une plus grande diversité et une meilleure qualité de service aux utilisateurs finaux. D'une part, pour les exploitants des réseaux d'eau, les collectivités et leurs usagers, des services de suivi de la consommation et d'alerte fuite. D'autre part, pour les gestionnaires de patrimoines immobiliers, le pilotage consolidé des consommations et des charges associées. Alors effectivement, c'est une autre dimension dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais l'eau, le compteur d'eau, celui qu'on connaît tous depuis des années, ce compteur d'eau, il faut bien le relever. Il sert effectivement à
facturer, permettre de payer ce qu'on consomme et s'assurer aussi qu'il n'y a pas des fuites. Le relevé du compteur, c'est effectivement une opération qui est assez peu efficace puisqu'il faut se rendre à chaque point de distribution d'eau. Parfois, il est difficilement accessible, souvent il est soit dans une cave, soit dans un endroit difficile, et donc c'est une opération qui est très longue. Et aujourd'hui, ce que l'on a fait, c'est qu'on a effectivement inventé, mis au point, non seulement des technologies de télé-relevé, mais il y a des défis là-dedans, parce qu'on se dit aujourd'hui, au moment où on a effectivement de l'information sur nos smartphones disponibles dans le monde entier, comment se fait-il que les compteurs ne soient pas déjà automatisés? Il y a plusieurs raisons. Déjà, un compteur, il est à un endroit où il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, donc il faut, quand on installe un procédé de télérelève, il faut qu'il y ait une petite pile. Et il ne faut pas que la petite pile, on ait besoin de la changer tous les ans, parce que le problème de celui qui venait relever le compteur tous les ans, si on le remplace par quelqu'un qui va remplacer la pile, on n'a pas vraiment gagné grand-chose. Donc il faut inventer effectivement des protocoles de communication, des compteurs qui permettent effectivement à une pile d'avoir une durée de vie d'environ 10 ans. Il faut aussi que cette pile permette d'envoyer de l'information régulièrement, parce que, évidemment, relever le compteur, ce n'est pas seulement ce que l'on peut faire, on peut aussi, dans ces cas-là, inventer de nouveaux services. Ces services, par exemple, ça va être une assurance sur les fuites. Nos clients peuvent être inquiets d'avoir dans leur logement une fuite en leur absence, ou une fuite cachée qui peut conduire effectivement déjà à une mauvaise surprise au moment de sa facture, mais surtout à des dégâts importants dans sa maison ou dans son appartement. Grâce à ces technologies de télérelève, vous avez accès effectivement à une information quotidienne sur la consommation d'eau, et éventuellement, si cette consommation augmente de façon aberrante, la possibilité d'être alerté sur cette consommation aberrante, voire d'en être assuré. Donc aujourd'hui, Suez Environnement a mis en place ces solutions, et nous avons à peu près 1,5 million de compteurs déjà installés dans le monde, en France, en Espagne, mais aussi dans des pays où on fait des expériences, je pensais à Malte. Et cette... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va trop vite. On relève, pour vous donner une ordre d'idée, plus de 15 millions aujourd'hui de lectures de compteurs par jour. Par jour, tous les jours. Le smart water, c'est aussi avoir des réseaux d'eau potable plus intelligents. Je vous ai dit, effectivement, c'est le relevé des compteurs, mais c'est aussi avoir des réseaux plus intelligents. Ces réseaux plus intelligents, c'est s'assurer que dans tout le réseau d'eau potable, la qualité de l'eau est assurée, qu'il n'y a pas de pollution, mais qu'il n'y a pas de fuite non plus. Aujourd'hui, une ville, typiquement, c'est 500 km. Bien entendu, ça dépend de la taille de la ville, mais pour une ordre de grandeur, un réseau d'eau potable dans une ville, c'est 500 km à 1000 km de tuyauterie qui ont été installés au long des années. Et donc, bien entendu, ces réseaux qui sont enterrés ne sont pas équipés avec les technologies aujourd'hui modernes. Et donc, le défi, c'est d'aller équiper les bons nœuds du réseau pour nous permettre d'avoir accès à une information, avoir une information sur les fuites. C'est aussi au niveau de l'assainissement, utiliser ces technologies pour que les réseaux d'assainissement, qui servent aussi la plupart du temps en France, en particulier aux pluviales, c'est-à-dire lorsqu'il y a des pluies, c'est le réseau d'assainissement qui permettent d'éliminer les excès d'eau dans la ville pour éviter l'engorgement de ces réseaux d'eau pluviale. Par exemple, à Bordeaux, nous avons installé effectivement un tel système qui permet d'utiliser plus intelligemment le réseau d'assainissement pour amener les eaux des pluies torrentielles, lorsqu'il y a des très gros épisodes d'orage, comme il peut se passer dans la région bordelaise, éviter que le réseau déborde et que la ville soit envahie d'eau. Et en fait, il y a à Bordeaux des pluies qu'on appelle trentenaires, ça veut dire que c'est des pluies qui sont rares, mais qui conduisent à des quantités d'eau exceptionnelles. Et dans ces cas-là, la ville de Bordeaux était régulièrement envahie d'eau. Et
mois d'août 2011, il y a eu 2 épisodes de suite à 8 jours d'intervalle de pluie dite trentenaire par la quantité d'eau, donc des orages très concentrés et énormément d'eau libérée. Et il n'y a pas eu d'inondation dans la ville, dans toutes les zones qui étaient équipées par ces technologies. La photo de l'eau, vous traitez l'eau de mer L'eau de mer, là c'est une photo plus de, c'est pas une photo, c'est un dessin qui illustre la ville effectivement au milieu de l'eau, mais nous traitons l'eau de mer, on pourra en revenir. Au niveau de l'eau, c'est aussi c'est prendre de l'eau dans les ressources, dans les sources, dans l'eau de surface, c'est aussi dessaler de l'eau de mer, mais c'est aussi peut-être recycler l'eau. L'eau usée, elle va être assainie. Et la question qu'on peut se poser, en particulier dans les régions où il n'y a pas assez d'eau, on pense en particulier à l'Europe du Sud, pourquoi rejeter cette eau dans la nature? Pourquoi ne pas penser à la réutiliser dans ces villes où effectivement il y a un besoin très important d'eau? Aujourd'hui, le réchauffement climatique que nous connaissons, dont nous avons entendu parler, cette urbanisation croissante conduit effectivement à un stress hydrique de plus en plus important. Alors, la France est une zone bien placée. Vous le voyez sur cette carte du monde, on est dans la zone bleue, c'est-à-dire que c'est une zone où il y a peu de stress d'eau. C'est vrai qu'il y a des régions, on en entend parler à la radio, qui peuvent subir des épisodes de sécheresse de temps en temps, mais en moyenne, notre territoire est bien alimenté en eau. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de territoires où la population est en augmentation, en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord et en Australie, bien entendu. Et dans ces pays-là, ou en Europe du Sud, on pense à l'Espagne, penser à réutiliser l'eau usée est un concept qui est important et sur lequel on voit de très forts développements. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, 400 milliards de mètres cubes d'eau usée qui sont collectés. Toutes ne sont pas encore traitées. Il y en a seulement 160 milliards qui sont traités aujourd'hui, mais seulement 7 milliards de ces mètres cubes qui sont réutilisés. Donc c'est un gisement énorme d'eau qui peut être réutilisé. Alors, quelle utilisation, vous allez me dire? Parce qu'effectivement, ce n'est pas une réutilisation directe. Qu'est-ce que fait une station d'épuration? Une station d'épuration, c'est effectivement l'eau usée, l'eau de nos égouts, qui est traitée pour lui permettre de retourner au milieu naturel. C'est dans ces 400 millions d'eau usée, aujourd'hui les 160 millions qui sont traités, pour effectivement ramener dans le milieu naturel. Ça, vous le remettez dans la nature, ça réalimente les fleuves et ça alimente le grand cycle de l'eau. La question qu'on peut se poser, c'est quel traitement supplémentaire pouvons faire, pour quel usage, et cette eau, puisqu'elle est captée, puisqu'elle est là, est-ce que l'on ne peut pas la réutiliser? Alors en fait, on peut la réutiliser dans plein d'applications différentes. Première chose, dans l'irrigation agricole, c'est ce qui se fait beaucoup en Espagne et qui se fait de plus en plus en Espagne. L'irrigation paysagère, l'irrigation dans les villes, ne pas utiliser de l'eau potable pour les massifs de fleurs, mais utiliser de l'eau qui a été traitée. Les usages industriels, qui représentent à peu près aujourd'hui 80% de l'usage des eaux recyclées. Usage urbain non potable, bien entendu. Pékin est une ville qui utilise énormément de cette eau recyclée pour l'ensemble des étendues d'eau urbaines dans les parcs. Et puis, des villes comme Singapour, mais aussi d'autres villes dans lesquelles nous opérons, nous, Suez Environnement, nous rechargeons des nappes phréatiques où on peut alimenter des réservoirs pour permettre effectivement, après, des traitements de potabilisation pour en faire de l'eau potable. Les usages industriels, c'est quoi? Les usages industriels, ce sont tous les usages qui correspondent à effectivement le refroidissement, des autres procédés, l'ensemble de l'utilisation industrielle de l'eau. L'industrie utilise énormément d'eau. Notre priorité pour les années à venir, c'est renforcer et continuer nos actions au niveau de l'eau, telles que je vous ai décrit. Au niveau des déchets, c'est l'économie circulaire. Et au niveau de l'eau industrielle, c'est effectivement, aujourd'hui, la ressource hydrique se raréfiant, de plus en plus dans le monde des réglementations, mais aussi des actions volontaires de nos partenaires industriels, conduisent à une volonté de meilleure utilisation de l'eau. Et donc, nous travaillons avec ces clients
pour leur permettre d'avoir une meilleure gestion de leurs ressources en eau au sein de leur procédé, voire un recyclage complet, et donc travailler en circuit fermé vis-à-vis de leur consommation et de leurs besoins d'eau dans leur procédé. Voilà un panorama de l'innovation au sein de Suez Environnement, et je vous propose de répondre aux questions. Je commencerai peut-être par la première question de madame, mais peut-être qu'il y en a d'autres avant, pour les regrouper. Non mais je l'ai eu, on l'a eu la question, c'est la... Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, concernant votre chantier de Melbourne, à savoir, vous en avez parlé souvent, sur le chantier de Melbourne dont vous avez communiqué beaucoup sur le sujet. Que s'est-il passé précisément là-bas et où sont nés avoir un peu une information actuelle sur le sujet. Je crois qu'on a publié assez récemment que ça y est, l'usine produit son eau, d'accord. La difficulté, ça a été un retard dans la construction. C'est pas un problème de procédé, c'est pas un problème de conception, c'est un problème de construction, comme il peut se passer lorsque vous faites construire pour vous-même quelque chose. Et le retard est venu qu'il y a eu d'énormes pluies et donc qui a conduit effectivement à un retard de chantier par rapport aux dates qui étaient prévues et quelques problèmes d'organisation de ce chantier. Aujourd'hui, l'usine produit de l'eau potable et donc va être connectée au réseau après les essais qui seront nécessaires. Suez, allô? Oui. Suez Environnement reste opérateur. Oui, Suez Environnement, effectivement, a un contrat d'opérateur dans cette usine après avoir construit, conçu avec un partenaire. Nous en serons l'exploitant pendant 27 ans. Alors, c'est pas nous qui traitons l'eau de Paris. Non, c'est la ville, puisque effectivement il y a eu une remunicipalisation de l'eau à Paris. Sur les deux côtés? Autre question? Quelle est l'importance en France de Suez Environnement dans les différentes concessions, dans les villes, dans les villages, un peu partout, par rapport à la concurrence de façon générale, un pourcentage? Alors je ne suis sans doute pas le mieux placé pour vous répondre à cette question. Vous savez que la France a la chance d'avoir les deux leaders mondiaux de l'eau. On a deux grands groupes. C'est une chance pour le pays, puisqu'effectivement, ça nous permet effectivement non seulement d'opérer en France, mais d'opérer dans d'autres régions du monde et d'apporter nos savoir-faire dans d'autres régions du monde, donc dans le groupe. Et d'ailleurs, pour Suez Environnement, c'est des emplois qui correspondent effectivement à des emplois d'ingénieurs de recherche, puisque l'essentiel de notre recherche, toute l'ingénierie se fait en France et permet effectivement d'assurer les développements dans les différents pays du monde. Certains un peu plus difficiles, comme on a eu effectivement et comme on l'a souligné tout à l'heure sur la question en Australie. Par contre, le ratio entre les deux, je ne sais pas. Lyonnaise des Eaux a été racheté par Suez Environnement. Lyonnaise des Eaux, c'est le groupe Suez Environnement. C'est la marque Lyonnaise des Eaux, c'est la marque de l'eau du groupe Suez Environnement en France. En Espagne, c'est Agbar. C'est United Water aux États-Unis. Voilà, le groupe opère suivant différentes marques. L'usine de Géry-sur-Oise existe toujours? Je ne sais pas. Je pense que oui. Les usines d'eau existent pendant très longtemps. Le traitement de l'eau, s'il vous plaît, quand vous le traitez, il y a la chimie particulière là-dessus. Est-ce que vous y connaissez? Est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu ce que ça fait? Sachant que si on traite de l'eau polluée, qu'est-ce que vous faites? Des polluants, qu'est-ce que vous faites? Enfin, s'il y a de la chimie qui est adjointe à cette eau,
Voilà, qu'est-ce que ça devient, vous l'envoyez où? Et après, j'ai une deuxième question. Vous avez tout à l'heure dit effectivement que vous allez proposer vos services, je suppose, dans le reste du monde, mais enfin, vous proposez ou on vous appelle, alors je ne sais pas comment vous faites. Par ailleurs, sur l'Afrique, bon, il y a ça, qu'il y a un pays comme l'Éthiopie, là, qui va devenir déserte. Justement, est-ce que vous avez dit qu'il y a un réemploi d'eau? Et ce réemploi d'eau, aujourd'hui, vous ne travaillez que sur la France ou l'Europe, je ne sais pas exactement, le monde? D'accord. Et donc ce réemploi d'eau, est-ce qu'il est juste là où l'eau arrive? C'est-à-dire que si l'eau n'arrive pas, s'il y a un lieu de désertification, à ce moment-là, comment vous pouvez éventuellement faire arriver l'eau de loin, si c'est possible? Alors, il y a deux questions. Alors, la première question sur les traitements. Les procédés de traitement d'eau sont de différentes natures. Il y a des traitements de type simplement physique, des membranes, de la filtration, et puis certains traitements qui sont effectivement peuvent avoir besoin d'un certain nombre d'additifs. Des flocculants, en général, sont des flocculants, des coagulants, puis des flocculants. Les coagulants sont des coagulants d'origine minérale, soit un composé minéral à base de fer ou d'aluminium, donc qui permet effectivement d'éliminer toutes les petites particules en suspension et d'avoir dans l'eau potable une clarté. Parce que si effectivement vous avez des restes de suspension dans l'eau, vous avez un risque de contamination bactérienne, donc un problème d'hygiène. C'est pour ça qu'il faut que l'eau soit parfaitement transparente et ce sont des quantités assez faibles de ces composés qui sont rajoutés parce que les procédés sont très efficaces. Et nous contrôlons parfaitement, il y a des normes très très strictes en France de potabilité et le groupe Suez Environnement a même des normes supérieures en interne, des pratiques supérieures à ce qu'exige la réglementation. Donc ça c'est pour l'eau potable. Pour l'assainissement, vous n'avez pratiquement pas de produits chimiques introduits, ce sont des traitements biologiques essentiellement, et vous produisez des boues dans les stations d'épuration, donc vous disposez en général, le plus efficace, et ce que l'on recommande, c'est effectivement d'incinérer ces boues pour s'en débarrasser, puisqu'effectivement elles peuvent contenir l'ensemble de nos activités dans nos villes, donc des résidus, éventuellement de médicaments et des choses comme ça, et donc les procédés les plus avancés conduisent effectivement à l'incinération de ces boues usées. Alors sur la deuxième question, qui était est-ce que l'eau recyclée pourrait être envoyée dans un endroit où il y a un très fort déficit? La réponse est physiquement oui, malheureusement non. Concrètement, pourquoi? Parce que en fait le transport de l'eau est très onéreux, d'accord? Et on ne transporte pas l'eau. L'eau, même si, comme tout un chacun, la facture, quand on en reçoit une, on n'est jamais content de payer une facture, c'est en fait le service de l'eau en France, en moyenne pour une famille, c'est avoir de l'eau, donc avoir l'ensemble de la maintenance du réseau, avoir tous les jours de l'eau au robinet, et avoir cette eau, une fois qu'on l'a utilisée, traitée, assainie, retournée dans la nature, c'est moins d'1 euro par jour. C'est à peu près 1 euro par jour pour une famille. Il est évident que on ne peut pas transporter de l'eau. C'est trop coûteux. C'est moins cher de la dessaler après? Alors localement, bien entendu, après là c'est la question de la ressource. Dans des zones où vous avez de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer, et qu'il n'y a pas d'eau trop, c'est plus efficace économiquement de construire une usine de dessalement pour effectivement disposer d'eau potable. Et c'est ce que font les grandes villes comme Melbourne par exemple, qui a un problème en période où ils ont assez de pluie, il y a assez d'eau dans leur réservoir, mais ils ont des grandes périodes de sécheresse et donc ils ont eu besoin effectivement de construire une usine très importante de dessalement d'eau de mer. Et dans les zones désertiques? Dans les zones désertiques, voilà. S'il vous plaît, lorsque vous traitez les câbles électriques, est-ce qu'il vous arrive de vérifier l'origine? Je pense aux câbles SNCF qui sont volés régulièrement.
Alors déjà, c'est pas l'origine des produits que nous traitons. Déjà, c'est des quantités qui sont importantes et qui ont une origine bien définie. La traçabilité est importante dans le métier. Et donc, je ne pense pas que nous soyons concernés par cette question. Oui. Et en fait, les câbles non, pour être plus sérieux, pour les câbles que nous recyclons, sont des câbles qui sont des câbles sophistiqués, des câbles de transport de courant électrique, des câbles qui sont sophistiqués par vous l'avez vu, avec du plastique qui est autour de chacun qui sont gainés, alors que souvent, ceux que vous écrivez comme volets sont en fait des câbles métalliques directement. Qui n'ont pas besoin des procédés de recyclage pour être... Oui, c'est de la démolition, c'est de la déconstruction de bâtiments, etc. Ça va être ça, mais ça peut être aussi la déconstruction automobile, parce que maintenant vous avez des faisceaux de câbles de plus en plus importants. Ça peut être toute l'origine des câbles que vous avez. Et vous faites comment? C'était dans ce que j'ai présenté tout à l'heure. Concernant le carburant qui est issu du recyclage des sacs plastiques par exemple, au niveau du prix de revient, est-ce qu'il est concurrentiel par rapport à un carburant qu'on achète, du gasoil par exemple? Alors, aujourd'hui, il est plus coûteux, d'accord? Au même titre que les carburants issus des cultures, les biocarburants, sont plus coûteux encore que ceux qui viennent de carburants fossiles. Mais il y a déjà plusieurs éléments. Il y a déjà une volonté d'utiliser ces déchets, il faut en faire quelque chose, d'accord? La réglementation fait en sorte que de mettre ces déchets en décharge devient de plus en plus coûteux, et donc il y a des barrières qui sont mises pour justement éviter que ces plastiques soient mis en décharge, et donc rend le cycle de recyclage dans ces carburants économiquement acceptable, voire rentable, et c'est ce que l'on veut faire effectivement à terme. Donc cette unité pour l'instant est une unité de démonstrateur industriel, et si le procédé se révèle robuste et industriellement rentable, on étendra à d'autres régions, en particulier en France. Et pour l'instant, vous l'utilisez pour les véhicules de collecte? Pour l'instant, on l'utilise dans les véhicules de collecte. Aujourd'hui, l'usine de 6000 qu'on a montée, la grosse usine, est en fin de construction. Elle sera réceptionnée au mois de décembre. Et ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une unité pilote expérimentale dans une petite flotte pour vérifier effectivement que c'est un carburant qui n'a pas de conséquences sur le fonctionnement des véhicules, le fonctionnement des moteurs. Est en Angleterre. On n'a pas parlé des déchets nucléaires. Est-ce que vous avez des études? On ne sait pas à quoi faire de ces déchets. C'est pas notre domaine. Ce n'est pas notre domaine. Nous n'avons pas d'activité dans ce domaine-là. Ni d'études? Non, ce n'est pas un domaine dans lequel nous avons choisi d'opérer. Dans le cadre du club des actionnaires, vous ne pourriez pas envisager la visite de l'usine de Berry-sur-Seine? Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des visites d'usines qui sont parfois organisées dans le cadre du club des actionnaires? Oui, absolument. Ce serait bien parce qu'on oui, donc pour les personnes qui sont évidemment actionnaires et membres du club actionnaire, hein, je rappellerai là, M. Liang qui est avec moi, il faut 25 actions pour adhérer à ce club et puis faire la démarche d'adhérer. Voilà, alors après, donc, on propose depuis 4 ans d'un certain nombre d'activités, dont des visites de sites. On en est, je crois, à 45, et on les fait tant en Ile-de-France qu'en région et même en Belgique. Et on les fait également sur nos deux métiers, hein, donc l'eau, on fait visiter des usines de traitement, donc de production d'eau potable, on fait visiter des usines de traitement d'eau usée, on fait visiter un certain nombre de centres de traitement des déchets sur l'ensemble de la filière. Hein, donc, voilà, bah, tout à fait. Et on a, à chaque fois, c'est des visites où on réunit 25 personnes par visite. Des fois, on arrive à en faire deux en une journée. Donc, bah, je vous invite, effectivement, ceux qui sont membres du club, enfin, déjà à adhérer au club, et ceux qui sont membres du club à suivre ces visites. C'est effectivement un bon moyen de mieux connaître nos métiers. D'autres questions?
Alors, l'usine de Choisy-le-Roi, non, on l'a pas fait visiter. J'ai pas en tête. On avait fait visiter, non, à Créteil, j'ai souvenir qu'on avait visité un incinérateur. Mais bon, après, il y a pas mal de choses. Voilà. Côté technique, alors vous aviez bien dit qu'à partir des petits sacs plastiques, vous faisiez du carburant, et vous aviez dit aussi que d'autres bouteilles plastiques pouvaient donner, donc nous avions un jet de plastique fluide. Alors, comme il y a plusieurs sortes de plastique, est-ce que vous pouvez avoir une usine, je ne sais pas, ou plutôt dans l'usine, une partie qui va faire des boulettes de plastique qui vont être récupérées pour, je ne sais plus, les pulls polaires, là, je sais pas quoi. Ensuite, d'autres qui vont être utilisées pour d'autres formes de plastique. Voilà, comment est-ce que vous êtes agencé? Est-ce que toutes les sortes de plastique sont utilisables? Non, tous les sortes de plastique ne sont pas utilisables et ne sont pas rentables à recycler, parce qu'il y a une diversité effectivement de plastique qui est incroyable, et vous n'allez pas avoir la même possibilité. Déjà parce que l'utilisation du plastique dégrade ses propriétés et donc conduit à des procédés qui seraient trop coûteux pour le recyclage. Dans ces cas-là, la bonne façon de les valoriser, c'est de les brûler dans les incinérateurs qui sont en fait des centrales de production électrique aujourd'hui. Un incinérateur, c'est une centrale de production électrique. Donc ça, c'est la première valorisation de déchets que vous n'allez pas pouvoir valoriser dans une valeur ajoutée spécialisée, telle que je l'ai montré, dans un usage qui va être identique pour faire des bouteilles plastiques, ou dans un usage qui est quand même dégradé et qui est plus noble que de le brûler, qui est d'en faire un carburant, parce que le carburant, l'avantage, c'est qu'il se transporte, il se stocke, c'est une énergie qui est stockée. Donc voilà les différents usages, et effectivement, nous combinons ces différents usages. La clé, c'est un tri, et plus un tri volontaire permet d'avoir des gisements de déchets bien définis, plus il y a un intérêt économique après à pouvoir les utiliser. C'est aussi que le tri manuel est difficile à envisager dans des volumes très importants. Donc aujourd'hui, même si nous en avons, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des gisements de plus en plus, de mieux en mieux définis pour permettre effectivement de les amener sur ces différentes filières. Oui. Pour les papiers, vous les recyclez de quelle façon? Parce que je vois aujourd'hui qu'avant on avait beaucoup d'endroits où on faisait des papiers. Alors là fait partie des collectes, nous ne recyclons pas nous le papier, mais nous participons à la chaîne de valeur qui effectivement correspond à la collecte et puis après le traitement. Nous intervenons au niveau de la collecte. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez soit des points d'apport volontaires correspondant au papier dans les différentes communes. Je ne sais pas si c'est une commune qui est opérée par CITA, à laquelle vous habitez, ou par un autre opérateur. Donc il y a des points d'apport volontaires. Et puis vous avez aussi les collectes séparées. Vous avez en général dans votre cuisine des poubelles pour le plastique, pour le papier et pour les déchets ménagers. Et effectivement, la collecte du papier et des plastiques recyclés se fait régulièrement dans à peu près l'ensemble des communes en France. Bon, dans l'exploitation des sables bitumineux au Canada, on consomme beaucoup d'eau, et dans la fracturation hydraulique pour trouver du gaz de schiste aux États-Unis, on consomme beaucoup d'eau aussi. Et j'ai entendu dire que Suez Environnement était spécialiste de retraitement de ces eaux-là. Non, on n'est pas spécialiste du retraitement de ces eaux, mais nous travaillons effectivement le marché que nous appelons l'oil and gas, c'est-à-dire le marché effectivement de la production soit d'huile, soit de gaz, c'est un marché sur lequel il y a effectivement déjà dans les procédés traditionnels une consommation d'eau ou une production d'eau. Donc nous avons des procédés, nous vendons aux industriels de ces industries des solutions pour le traitement de ces eaux. Alors, effectivement, après il y a d'autres, vous avez parlé des sables bitumineux au Canada qui nécessitent un type de traitement particulier, ou les gaz de schiste. Là-dessus, nous n'intervenons pas pour l'instant. Je pense. Donc il y avait une question, je vais répondre à la question de madame, qui est la question sur est-ce que, d'où, je dirais, cet été à Paris,
vous me dites si j'ai mal mémorisé. Cet été à Paris, il y avait effectivement, pendant les périodes de forte chaleur, des odeurs désagréables dans les égouts. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Alors, je comprends ça. Effectivement, c'est en fait la production d'H2S. D'accord? C'est la décomposition, effectivement, des déchets qui conduisent effectivement à la production d'hydrogène sulfureux, qui est effectivement un gaz qui est à la fois toxique et dangereux. En fait, dans les périodes où il y a peu d'eau, parce qu'en fait, dans les périodes d'été, quand les gens sont en vacances et il y a peu d'eau, il y a peu d'eau dans les égouts. Comme il y a peu d'eau dans les égouts, vous avez peu de débit, et avec la chaleur, il peut y avoir ces problèmes-là. Alors aujourd'hui, Suez Environnement, quand on fait appel à nous, dans les endroits où nous gérons effectivement les réseaux d'assainissement, nous avons des spécialistes dans notre centre de recherche, à la fois pour identifier l'origine des odeurs, et pour proposer des solutions de traitement ou de prévention. Et donc, nous apportons ce service aux villes dans lesquelles nous avons la responsabilité de l'assainissement. Oui. Les eaux retraitées, donc une fois que, bien sûr, vous les prenez en charge, ça ne sert absolument pas à l'alimentation, en tout cas au corps humain. Mais par contre, elles se retrouvent dans la terre. Et à partir de là, bon, finalement, elles vont être aussi dans la nappe phréatique, enfin, ou peut-être encore par d'autres moyens récupérées. Mais il y a peut-être un autre procédé qui est peut-être naturel, qui fait qu'elles vont être, malgré le fait qu'elles soient chargées, elles ont peut-être été chimiquement ou par un procédé tel que vous l'avez prévu tout à l'heure, quand même purifiées, mais pas purifiées totalement, parce que sinon vous le proposeriez à la boisson. Donc, qu'est-ce qu'on boit? Alors, du coup, vous voyez, dans la chaîne, voilà, si vous pouvez nous expliquer ça. Je vais essayer de le faire le plus simplement possible. L'eau qui arrive dans une station d'épuration, elle est chargée en matière organique et en matière minérale, mais organique essentiellement. Et la station d'épuration a pour vocation à réduire la quantité de matière organique par des procédés biologiques. Et c'est les traitements que vous avez, d'abord des traitements qui vous permettent de sédimenter, donc éliminer effectivement ce qui est en suspension, et puis après traiter effectivement tout ce qui est organique dans l'eau. Ce que l'on rejette après dans la nature, c'est une eau qui n'est pas buvable, parce que c'est une eau qui va contenir effectivement des bactéries, puisque les bactéries elles ont servi à faire l'épuration, puisque c'est elles qui ont effectivement permis de consommer ce carbone qui était dissous. Donc, mais ce sont des bactéries naturelles, et donc qui ne posent aucun problème de revenir dans le milieu naturel. S'il fallait la reboire, cette eau, il faut éliminer bien entendu ces bactéries, la filtrer et lui faire un traitement qui permettrait de la rendre potable. Aujourd'hui, bien entendu, ce n'est pas ce qui est fait, mais je vous l'ai dit, vous pouvez alimenter des nappes, dans certains pays ça se fait, vous pouvez aussi réalimenter des réservoirs, et dans ces cas-là, c'est une eau qui est une eau équivalente à celle d'une eau de rivière ou d'une eau de lac que vous allez retraiter pour la rendre potable. Donc l'eau, c'est un composé chimique qui sert de transport au même titre que l'air d'une certaine façon, et nos procédés nous permettent de prendre de l'eau de la nature et la rendre potable pour la mettre dans les réseaux de distribution d'eau potable, faire en sorte que vous puissiez la boire. Et puis une fois qu'on a consommé cette eau, lorsqu'on l'a utilisée, lorsqu'on s'est lavé, etc., on rejette dans les égouts une eau qui est chargée. Cette eau, il faut la traiter avant de la remettre dans la nature. Voilà, c'est ça le cycle de l'eau. Et après, la nature elle-même va vous permettre de filtrer, d'évaporer la pluie, et donc vous revenez dans le cycle naturel. L'électricité qui est produite par les incinérations,
Vous la commercialisez, vous l'utilisez Non, mais enfin, je veux dire, vous-même, vous la revendez, vous l'utilisez vous-même? Enfin, vous-même, je veux dire, au sein de la structure. Alors, il y a les deux, en fait, mais dans les incinérateurs, elle est revendue, d'accord? Elle est essentiellement, elle est produite, elle est revendue, c'est une électricité qui est connectée au réseau, et dans certains pays, c'est GDF Suez qui assure la commercialisation, dans d'autres, elle est directement... Donc elle est mise sur le marché. Mise sur le marché, tout à fait. Donc nous sommes des producteurs d'énergie électrique. Chaque fois que nous avons des incinérateurs, nous produisons de l'électricité. Pourquoi faut-il de traiter les eaux minérales? Vous avez de la Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les eaux, suivant l'origine de l'eau, vous avez plus ou moins besoin de traitement. Les eaux qui sont effectivement des eaux souterraines sont des eaux qui, en général, ont besoin de très peu de traitement, tout simplement parce que la nature, par la filtration, pour arriver jusqu'à la nappe phréatique, a permis effectivement d'avoir une eau qui a une qualité suffisante pour être bue. Alors éventuellement, il peut y avoir des filtrations, il peut y avoir des choses supplémentaires, mais ça permet d'être bu. Et donc dans certains des réseaux, dans certaines villes, l'eau est excessivement peu traitée. Par d'autres villes, lorsque vous prenez de l'eau de surface, de l'eau de rivière, l'autre rivière, suivant la période de l'année, va être chargée, va avoir une certaine turbidité, va avoir certaines bactéries qu'il va falloir traiter. Donc vous n'avez pas les mêmes besoins suivant la nature de la source et de la ressource. Les propriétés de l'eau de source dans les bouteilles durent combien de temps? Je ne suis pas spécialiste de l'eau en bouteille. Je ne vais pas m'engager sur Monsieur Vittel. Je vous remercie. Merci beaucoup.